Et si votre plus grande erreur en crypto n'était pas d'acheter trop tôt, mais d'attendre que tout le monde vous rassure? C'est brutal, mais c'est souvent vrai. Quand le marché s'effondre, la majorité panique. Quand le marché explose, la majorité se sent enfin en sécurité. Et pourtant, c'est souvent exactement là que le danger commence. Je suis Xavier Dorvel, et aujourd'hui, je veux vous parler d'un choix simple en apparence. Acheter la peur, ou suivre la foule. Ce choix peut sembler théorique, mais en réalité, il décide souvent de votre avenir financier. Pas seulement en crypto, dans votre rapport au risque, dans votre patience, dans votre discipline, et surtout, dans votre capacité à penser quand tout le monde réagit. Parce que le marché crypto a une particularité fascinante. Il ne teste pas seulement vos connaissances, il teste votre système nerveux. Il teste vos croyances, il teste votre ego, il teste votre besoin d'avoir raison tout de suite. Et si vous n'avez jamais ressenti votre ventre se serrer devant une bougie rouge violente, alors vous n'avez probablement pas encore vraiment rencontré ce marché. Vous avez peut-être lu des analyses, vous avez peut-être regardé des graphiques, vous avez peut-être entendu des gens dire que Bitcoin allait changer le monde. Mais tant que votre capital est en jeu, tout reste abstrait. Le vrai marché commence quand votre émotion entre dans la pièce. Et c'est là que la plupart des erreurs naissent. Imaginez une scène très simple. Bitcoin baisse fortement. Les réseaux sociaux deviennent nerveux. Les commentaires sur le loin se remplissent de phrases définitives. C'est fini. Cette fois, ça ne remontera pas. Les investisseurs expérimentés vendent. Les débutants quittent le marché. Les médias parlent de crise. Votre entourage vous demande si vous n'avez pas fait une erreur. Et dans ce bruit, vous sentez une pression énorme, une pression presque physique. Vous avez envie de couper. Vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de faire comme les autres. C'est humain. Mais le marché récompense rarement ce qui est simplement humain. Il récompense souvent ce qui est inconfortable, mais réfléchi. Acheter la peur ne veut pas dire acheter n'importe quoi, n'importe quand. Ce n'est pas foncer tête baissée. Ce n'est pas se prendre pour un héros. Ce n'est pas ignorer les risques. Acheter la peur, c'est comprendre que les prix les plus intéressants apparaissent souvent quand l'ambiance est la plus mauvaise. C'est accepter que le confort émotionnel coûte cher, très cher. Parce que lorsque tout le monde est rassuré, le prix a déjà souvent intégré cette confiance. Et lorsque tout le monde est terrifié, le prix reflète parfois un excès de pessimisme. Le problème, c'est que votre cerveau n'aime pas ça. Votre cerveau préfère la validation collective. Il préfère se dire « si tout le monde achète, je ne peux pas être seul à me tromper ». Et si tout le monde vend, je ne veux pas être le dernier à rester. Cette logique a du sens dans la vie quotidienne. Mais sur les marchés, elle peut devenir un piège, car la foule donne une impression de sécurité. Mais elle ne garantit pas la justesse. Elle peut courir dans la bonne direction, ou se précipiter au bord du vide. Et dans les marchés très émotionnels, la foule arrive souvent en retard. Elle découvre l'opportunité quand elle est déjà évidente. Elle découvre le risque quand il est déjà visible. Elle célèbre les sommets, elle enterre les creux. Voilà pourquoi il faut apprendre à observer autrement, pas pour faire systématiquement l'inverse de tout le monde. Ce serait trop simpliste. Mais pour se demander, est-ce que je prends cette décision parce que j'ai une stratégie ou parce que je cherche à soulager une émotion? Cette question change tout. Quand vous achetez après une hausse spectaculaire, qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Est-ce une analyse? Ou la peur de rater? Quand vous vendez après une chute violente, qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Est-ce une invalidation claire ou la peur de souffrir davantage? La différence est immense, parce qu'une stratégie accepte l'inconfort. Une réaction cherche seulement à l'éteindre. Et dans la crypto, chercher à éteindre l'inconfort au mauvais moment peut coûter très cher. Regardez ce qui se passe dans un cycle classique. Au début, personne ne s'intéresse vraiment au marché. Les prix sont bas. Les conversations sont rares. Les grands récits s'y semblent fatigués. Les personnes qui restent sont souvent moquées. Puis lentement, le marché reprend vie. Quelques signaux apparaissent. La liquidité revient. Les projets solides recommencent à construire. Les volumes augmentent. Mais l'ambiance reste prudente. Ensuite, les prix accélèrent. Les gens reviennent. Les discussions s'enflamment. Les vidéos se multiplient. Les prédictions deviennent de plus en plus agressives. Puis arrive l'euphorie. À ce moment-là, tout semble évident. Tout le monde devient expert. Tout le monde pense avoir compris. Et souvent, c'est là que les derniers entrants arrivent avec le plus de confiance. Ce n'est pas une critique, c'est un mécanisme. Quand le marché monte longtemps, il raconte une histoire séduisante. Il donne l'impression que le risque a disparu. Mais le risque ne disparaît pas. Il se déplace, il se cache dans le prix, il se cache dans les attentes, il se cache dans l'excès de certitude. A l'inverse, quand le marché s'écroule, l'opportunité ne disparaît pas toujours. Elle se cache dans la peur, elle se cache dans l'abandon, elle se cache dans le silence. Mais attention,
Tout ce qui baisse n'est pas une opportunité. Certains actifs chutent parce qu'ils n'ont plus de raison de survivre. Certains projets disparaissent parce qu'ils étaient fragiles. Certains récits s'éteignent parce qu'ils reposaient sur du vide. Acheter la peur demande donc de faire une distinction essentielle. Il y a la peur autour d'un actif solide, et il y a la peur justifiée autour d'un actif fragile. Ce n'est pas la même chose. Votre travail n'est pas d'acheter chaque chute. Votre travail est de reconnaître quand le marché jette tout dans le même panier. Quand la panique frappe même les actifs qui continuent d'avoir une vraie adoption, une vraie liquidité, une vraie sécurité, une vraie utilité ou une vraie place dans l'écosystème. C'est là que l'investisseur patient commence à regarder, pas avec excitation, avec méthode. Il observe les niveaux, il observe les volumes, il observe la force relative, il observe la réaction du marché aux mauvaises nouvelles. Parce qu'un marché qui refuse de tomber davantage malgré de mauvaises nouvelles envoie parfois un message puissant. Il dit peut-être « la peur est déjà dans le prix ». Mais encore une fois, rien n'est automatique, le marché ne vous doit rien. Il ne récompense pas votre courage simplement parce que vous avez souffert. Il ne remonte pas parce que vous avez acheté. Il ne respecte pas votre scénario parce que vous y croyez fort. C'est pour cela que la gestion du risque est centrale. Si vous achetez la peur sans plan, vous ne faites pas preuve de courage. Vous faites un pari émotionnel. Et un pari émotionnel peut se transformer en prison mentale. Vous commencez par dire « je renforce un peu ». Puis le prix baisse encore. Vous renforcez encore. Puis vous vous retrouvez trop exposé. Votre esprit devient dépendant d'un rebond. Vous ne raisonnez plus. Vous espérez. Et l'espoir sur un marché liquide peut devenir une dette intérieure. Une dette que vous payez en stress, en sommeil et parfois en capital. Donc, comment faire mieux ? D'abord, vous devez décider avant la tempête, pas pendant. Avant la chute, vous définissez les actifs qui méritent votre attention. Vous définissez les zones où vous acceptez de construire une position. Vous définissez le montant maximal que vous êtes prêt à engager. Vous définissez ce qui invalide votre idée. Et surtout, vous acceptez que vous puissiez avoir tort. Cette phrase est capitale. Vous pouvez avoir tort, même avec une bonne analyse, même avec une bonne lecture du cycle, même avec une conviction forte. Ce n'est pas un échec, c'est le prix d'entrée dans le monde réel des marchés. La différence entre un débutant et un investisseur discipliné, ce n'est pas que l'un a toujours raison. C'est que l'un sait survivre quand il a tort. Si ce contenu vous aide à voir le marché avec plus de calme, prenez une seconde pour vous abonner, laissez aussi un like et dites-moi en commentaire ce qui vous fait le plus hésiter en période de baisse. Votre réponse peut aider d'autres personnes à se reconnaître et elle me permet aussi de préparer des analyses plus utiles pour vous. Maintenant, revenons au cœur du sujet, la foule n'est pas stupide. C'est important de le dire. La foule n'est pas composée de personnes incapables, elle est composée d'êtres humains soumis aux mêmes émotions. La peur, l'avidité, la honte, l'impatience, le besoin d'appartenance, le besoin de certitude. Et quand ces émotions se synchronisent, elles créent des mouvements extrêmes. C'est particulièrement visible en crypto parce que le marché ne dort jamais. Il bouge le matin, il bouge la nuit, il bouge le week-end, il bouge pendant que vous travaillez, il bouge pendant que vous essayez de penser à autre chose. Cette disponibilité permanente amplifie tout. Elle donne l'impression que chaque minute compte, que chaque bougie est un verdict, que chaque commentaire est une information urgente. Mais tout n'est pas urgent. Et tout ce qui bouge ne mérite pas votre réaction. L'une des compétences les plus sous-estimées, c'est la capacité à ne rien faire. Attendre, observer. Laisser le marché révéler ses intentions. C'est très difficile. Parce que l'inaction ressemble à de la passivité, mais parfois, ne rien faire est une décision extrêmement active. C'est refuser de se faire aspirer, c'est protéger son capital mental, c'est garder de la clarté pour les moments qui comptent vraiment. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous pris une décision uniquement parce que vous ne supportiez plus d'attendre ? Pas parce que le plan avait changé, pas parce que les données avaient changé, seulement parce que l'attente devenait inconfortable. C'est là que le marché vous attrape. Il ne vous attrape pas toujours par la complexité. Il vous attrape par la fatigue, par l'urgence, par la répétition, par le bruit. Un bon investisseur ne cherche pas seulement de bonnes entrées. Il cherche un bon état mental, parce qu'un mauvais état mental peut ruiner une bonne opportunité. Vous pouvez acheter un excellent actif à un prix intéressant, puis vendre trop tôt parce que vous paniquez. Vous pouvez identifier une bonne tendance, puis sortir au premier recul normal. Vous pouvez avoir une thèse solide, puis la jeter parce qu'un commentaire en ligne vous a déstabilisé. Voilà pourquoi la psychologie financière est aussi importante que l'analyse technique ou fondamentale. Elle vous aide à comprendre ce qui se passe en vous.
Et souvent, ce qui se passe en vous explique ce que vous faites sur le marché. Quand vous suivez la foule, vous gagnez une chose, vous gagnez du confort immédiat, vous vous sentez moins seul. Vous pouvez dire, bon, tout le monde a fait pareil, mais ce confort peut cacher un prix élevé. Car si vous achetez avec la foule, à la fin d'une hausse, vous achetez souvent l'enthousiasme des autres. Et si vous vendez avec la foule à la fin d'une baisse, vous vendez souvent votre peur aux plus patients. C'est une phrase dure, mais elle est utile. Tiens, sur les marchés, quelqu'un est souvent de l'autre côté de votre décision. Quand vous paniquez et vendez, quelqu'un achète. Quand vous vous emballez et achetez, quelqu'un vend. La question est donc simple. Dans quel état émotionnel êtes-vous quand vous cliquez? Et dans quel état émotionnel est probablement la personne en face? Cette réflexion peut vous ralentir juste assez pour éviter une erreur. Pas toujours. Mais souvent, prenons un exemple mental. Un actif solide perd une grande partie de sa valeur. Les raisons sont multiples. Le marché global corrige, la liquidité diminue, les investisseurs prennent leur profit, les nouvelles deviennent négatives, la foule se décourage. Si vous n'avez aucun plan, vous voyez seulement une chute. Et une chute fait peur. Mais si vous avez travaillé avant, vous pouvez analyser autrement. Est-ce que le réseau fonctionne encore? Est-ce que l'activité réelle existe? Est-ce que la sécurité est maintenue? Est-ce que la liquidité reste suffisante? Est-ce que la thèse de long terme est cassée ou seulement abîmée par le prix? Ces questions ne donnent pas une certitude, mais elles créent une structure. Et une structure est précieuse quand l'émotion monte. Sans structure, vous êtes ballotté par l'ambiance. Avec une structure, vous pouvez respirer, vous pouvez décider. Vous pouvez accepter de ne pas tout contrôler, car c'est aussi cela, le cœur du sujet. Vous ne contrôlez pas le marché, vous contrôlez votre exposition. Vous contrôlez votre patience, vous contrôlez votre préparation. Vous contrôlez votre réaction. Et parfois, c'est déjà énorme. Beaucoup de personnes entrent en crypto avec une idée dangereuse. Elles pensent que le marché va régler leurs problèmes rapidement. Elles veulent une sortie, une accélération, une revanche. Elles voient des histoires de gains impressionnants. Elles se disent « pourquoi pas moi ?» Et cette question était compréhensible. Mais elle peut devenir dangereuse si elle remplace le travail, parce que le marché peut donner beaucoup. Mais il peut aussi reprendre très vite, surtout à ceux qui confondent opportunité et urgence. Acheter la peur demande une maturité particulière. Il faut accepter de paraître idiot pendant un certain temps. Vous achetez, et le marché continue de baisser. Vous restez calme et les autres vous disent ce que vous vous accrochez. Vous construisez lentement et personne ne vous applaudit. Puis parfois, des mois plus tard, le récit change. La même zone que personne ne voulait toucher devient évidente. Les mêmes actifs reviennent dans les conversations. Les mêmes personnes qui riaient demandent si c'est encore le bon moment. Ce cycle psychologique est presque toujours le même. Ce qui change, ce sont les noms, les narratifs, les plateformes, les tendances. Mais la nature humaine, elle, change très lentement. C'est pour cela que les marchés se répètent mais sans jamais être identiques. Ils ne répètent pas les graphiques à la perfection, ils répètent les émotions. L'euphorie revient, la peur revient, le doute revient, la certitude revient. Et à chaque fois, une nouvelle génération pense que cette fois, tout est différent. Parfois, c'est partiellement vrai, la technologie évolue, la régulation évolue, les usages évoluent, les acteurs évoluent, mais la psychologie collective reste incroyablement reconnaissable. Alors comment ne pas se faire avaler? Il faut créer des règles simples, des règles que vous comprenez vraiment, pas des formules magiques, pas des phrases copiées, des règles adaptées à votre capital, à votre horizon, à votre tolérance au risque et à votre vie réelle. Par exemple, vous pouvez décider de ne jamais investir une somme qui vous empêcherait de dormir. Cela semble évident. Mais beaucoup l'oublient. Vous pouvez décider d'entrer progressivement. Ainsi, vous n'avez pas besoin de trouver le point parfait. Vous pouvez décider de garder une réserve de liquidité. Ainsi, une baisse devient moins paralysante. Vous pouvez décider de prendre des profits par étapes. Ainsi, vous ne dépendez pas d'une sortie parfaite. Vous pouvez décider de noter vos décisions. Pourquoi j'achète? Pourquoi je vends? Qu'est-ce qui invalide mon idée? Cette pratique paraît simple, mais elle révèle beaucoup. Parce qu'en écrivant, vous voyez si votre raisonnement tient debout. Vous voyez si vous êtes guidé par une thèse ou par une impulsion. Et quand le marché devient violent, vos notes deviennent un miroir. Elles vous rappellent votre plan, ou elles vous montrent que le plan n'existe pas. Dans les deux cas, vous progressez. Il faut aussi apprendre à distinguer volatilité et risque. La volatilité, c'est le mouvement du prix. Le risque, c'est la possibilité de pertes durables ou de mauvaises décisions. Un actif peut être très volatile, mais rester intéressant dans une stratégie maîtrisée,
Un actif peut sembler calme, mais être dangereux si personne ne comprend vraiment ce qui le soutient. En crypto, la volatilité est spectaculaire. Elle attire, elle effraie, elle crée des opportunités. Mais elle ne pardonne pas l'improvisation. Si vous entrez avec trop de leviers, si vous concentrez tout sur une seule idée, si vous refusez de reconnaître une erreur, la volatilité devient une arme contre vous. C'est pour cela que je répète souvent une chose simple. La première mission n'est pas de devenir riche vite. La première mission est de rester dans le jeu. Rester dans le jeu assez longtemps pour apprendre. Assez longtemps pour traverser plusieurs phases. Assez longtemps pour voir vos propres erreurs. Assez longtemps pour transformer l'expérience en compétence. La plupart des gens veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le processus. Ils veulent acheter bas et vendre haut. Mais ils ne veulent pas acheter quand tout le monde doute. Ils veulent vendre au sommet. Mais ils ne veulent pas vendre quand tout le monde les traite de trop prudents. Ils veulent être contraires, mais seulement quand c'est confortable. Or, être contraire est rarement confortable au moment où cela compte. Cela demande de supporter le désaccord, le silence, l'incertitude, et parfois la solitude. Mais attention encore une fois, être seul ne signifie pas avoir raison. C'est là que beaucoup se piègent. Ils se disent « tout le monde pense l'inverse de moi, donc j'ai forcément une opportunité ». Non, parfois, tout le monde pense l'inverse parce que vous ratez une information essentielle. La vraie discipline, ce n'est pas d'être contre la foule. C'est d'être indépendant de la foule. C'est très différent. Être contre par réflexe, c'est encore être contrôlé par elle. Être indépendant, c'est écouter, analyser, filtrer, puis décider. Vous pouvez parfois suivre le mouvement si votre analyse le confirme. Vous pouvez parfois vous en écarter si l'émotion devient excessive. La liberté vient de cette nuance. Et en trading, la nuance est souvent plus rentable que les slogans. Un autre piège puissant, c'est la comparaison. Vous voyez quelqu'un annoncer un gain énorme. Vous ne voyez pas son risque, vous voyez une capture d'écran. Vous ne voyez pas ses pertes précédentes. Vous voyez une réussite affichée. Vous ne voyez pas le contexte. Et soudain, votre propre plan semble trop lent, trop prudent, trop petit. Alors vous augmentez la taille. Vous entrez trop tard. Vous changez de stratégie. Non pas parce que votre méthode est mauvaise, mais parce que le succès visible des autres a attaqué votre patience. C'est un poison discret. La comparaison transforme votre horizon en course. Elle vous fait oublier pourquoi vous êtes entré. Elle vous pousse à jouer le jeu de quelqu'un d'autre, avec votre argent à vous. Or, votre capital n'a pas besoin d'impressionner Internet. Il a besoin d'être protégé, développé et respecté. Le marché crypto offre des possibilités extraordinaires, mais il exige une honnêteté radicale. Pourquoi êtes-vous là? Quel risque acceptez-vous vraiment? Quel délai pouvez-vous supporter? Quelle perte vous ferait perdre votre lucidité? Quelle hausse vous rendrait trop confiant? Ces questions sont moins séduisantes qu'une prédiction explosive, mais elles sont beaucoup plus utiles. Parce qu'au fond, acheter la peur ou suivre la foule, ce n'est pas seulement une décision de marché, c'est un test d'identité. Êtes-vous le type de personne qui délègue sa décision à l'ambiance? Ou le type de personne qui construit une méthode, même imparfaite, mais personnelle? Êtes-vous le type de personne qui cherche à avoir raison devant les autres? Ou le type de personne qui cherche à agir correctement, même sans applaudissements? Le marché n'a pas besoin de vous humilier, il vous montre simplement ce qui n'est pas encore solide en vous. Et si vous acceptez cette leçon, chaque cycle devient une formation. Chaque erreur devient une donnée. Chaque peur devient une information. Chaque euphorie devient un signal de prudence. Alors, la prochaine fois que le marché chutera, ne vous demandez pas seulement « est-ce que je dois acheter ?» Demandez-vous « qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Est-ce que cette peur vient du marché ou de mon absence de plan? Est-ce que cette baisse détruit ma thèse ou seulement mon confort? Et la prochaine fois que le marché explosera, ne vous demandez pas seulement « est-ce que je dois entrer ?» Demandez-vous « qui est en train de me vendre cette urgence? Est-ce que je comprends vraiment ce que j'achète? Est-ce que je cherche une opportunité ou une émotion ?» Ces questions simples peuvent vous éviter de nombreuses blessures. Elles ne vous rendront pas parfait, personne ne l'est, mais elles vous rendront plus lucide. Et la lucidité est une forme d'avantage, pas un avantage spectaculaire, pas un avantage qui fait du bruit, mais un avantage profond. Celui de rester calme quand l'écran hurle, celui de ne pas confondre mouvement et décision, celui de ne pas laisser la foule penser à votre place. Il y aura toujours des phases de peur, toujours des phases d'excès, toujours des discours catastrophistes, toujours des promesses trop belles, toujours des gens persuadés que tout est fini. Toujours des gens persuadés que tout va monter sans limite. Votre mission n'est pas de croire chaque histoire.
Votre mission est de comprendre où vous vous situez dans le cycle émotionnel. Quand vous saurez faire cela, vous ne regarderez plus les baisses de la même façon. Vous ne regarderez plus les hausses de la même façon. Vous verrez la peur comme une donnée. Vous verrez l'euphorie comme une donnée. Vous verrez la foule comme un thermomètre, pas comme un guide absolu. Et peut-être que c'est là que tout commence. Pas quand vous trouvez l'actif parfait, pas quand vous trouvez le point d'entrée parfait, mais quand vous cessez de chercher la permission de penser par vous-même. Acheter la peur n'est pas une formule magique. Suivre la foule n'est pas toujours une erreur. Tout dépend du contexte. Mais si vous comprenez la mécanique émotionnelle derrière ces deux choix, vous prenez déjà de l'avance. Parce que vous ne jouez plus seulement contre le marché, vous travaillez avec votre propre psychologie. Et dans un univers aussi rapide que la crypto, c'est peut-être l'un des plus grands avantages que vous puissiez construire. Alors gardez cette idée avec vous. Quand tout le monde crie, ralentissez. Quand tout le monde célèbre, questionnez. Quand vous avez peur, analysez. Quand vous êtes euphorique, protégez-vous. Le marché reviendra toujours tester vos certitudes. Il reviendra vous demander si vous avez vraiment une stratégie ou seulement une émotion bien habillée. Et dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. On parlera du moment le plus dangereux pour un investisseur crypto, ce moment où vous pensez enfin avoir compris le marché et où justement, le marché commence à vous tendre son piège le plus subtil.